Satprem, la clé des contes. Bigorneau. Chapitre 4. Jean l'idiot. Sur cette baie aussi, les âges avaient passé. Les voiliers avaient changé de forme, les caravelles, les goélettes avaient passé, puis les thoniers, les homardiers, les vieilles pinasses, mais les matelots restaient toujours pareils, et la lumière nacrée d'octobre peuplait de rêves quelques hommes. Moi, je m'appelle Bigorneau, et on ne me la fait pas. Ainsi allait notre petit, qui était bien grand, ma foi, sur le quai de Saint-Breznec, accompagné de son chien Nick, abréviation pour Copernic, du nom d'un grand breton qui avait découvert que la Terre n'était pas au centre de l'univers et qui fut condamné par notre sainte mère l'Église. Et mon Dieu, qu'est-ce qui n'est pas au centre de l'univers? Même la petite mouette d'un coup d'aile et la bernique sous sa coquille. Il allait, son aviron sur l'épaule et le nez dans le vent. « C'est du Norrois, Nick, et on va à petit largue sur Taillefer. » Nick a hoché la tête et humé les filets à sardines qui séchaient sur le quai. D'ailleurs, c'est le grand-père Ludovic qui avait bâti ce quai, un autre grand breton, qui n'avait pas inventé la tour Eiffel, bien qu'ingénieur diplômé, mais qui avait levé l'ancre avec quelques jolies bretonnes, laissant son quai et une grand-mère éplorée. Ainsi va la vie. Mais il est mort il y a longtemps, et la grand-mère aussi avec ses larmes. Ainsi va la vie, Dieu est leur âme. L'âme de la vie, on ne sait pas, ou l'âme de la mort, peut-être bien. Mais le vent est bon, et la marée est à mi-jusant, juste ce qu'il faut pour filer sur Taillefer et la belle île là-bas, si belle, la plus grande dame de toutes les îles du monde. Et voilà sur le bout du quai, juste ce qu'il faut, Jean l'idiot, le meilleur ami de Bigorneau après son chien. Dame, Jean était la plus adorable sorte d'idiot qui soit, après, ou plutôt avant, les innombrables non-idiots qui ne se savent pas de la sorte et qui courent sans savoir où ils vont. Ainsi va la vie. Dieu est leur âme, ou le diable, après tout, on ne sait jamais. Jean était là, bien debout, sa casquette avec un coup de gîte en arrière et sa mèche rousse sur le front, une vraie carotte de rouquin, et ses yeux bleus comme la mer à l'infini, qui vous regardait avec stupéfaction, comme s'il n'avait jamais vu ça. Jean regardait tout avec stupéfaction, comme pour la première fois de sa vie, et il y avait une sorte de délice dans ses yeux, comme s'il voyait la Madone elle-même devant lui, et il n'en croyait pas ses yeux. « Hé Jean, salut frère, le vent est bon, il y a de la brise. Oh, oh. » C'est tout ce qu'il savait dire, parce qu'il était muet aussi, probablement de stupéfaction depuis sa naissance sur cette planète. Pourtant, il n'était pas soûl, bien qu'il reconnût le muscadet entre toutes les merveilles de ce monde. Tout le monde l'invitait, tous les gars du pays qui rigolaient bien. « Hé Jean, un petit coup de muscadet ? De quoi rigolait-il, on ne sait pas, mais Jean les faisait rire, comme pour la première fois de leur vie. Il est vrai que Jean découvrait le muscadet tous les jours, peut-être même plusieurs fois par jour, comme s'il n'avait jamais connu tant de bonté sous les cieux, bien que né d'un père inconnu. Alors, on ne savait pas s'il était soûl, s'il était idiot, ni d'où il sortait, ni de quel ventre béni de la terre, car qui a la chance de n'avoir pas d'ancêtre connu? Hélas, il y a tous les autres inconnus. D'aucuns disaient que c'était le fils de la Marie. Mais on ne sait pas, parce que la Marie fautait un peu partout. Ainsi va la vie. Mais Bigorneau, lui, ne croyait pas Jean idiot du tout. Il ne faisait pas semblant. Pourtant,
Il était parfaitement idiot, mais si vraiment idiot que c'était comme la sagesse d'un premier homme au monde qui ouvre des yeux tout ronds sur cette merveille où, et tous les non-idiots n'y voient que du feu ou des logarithmes ou de drôles de bons dieux dans un endroit spécial ou de mauvais diables un peu partout. Né de père inconnu dans un monde inconnu, le vénard. Mais parfois, il faisait un petit clin d'œil, de l'œil droit, et seulement pour Bigorneau et pour lui seul, comme s'il avait tout compris. Et ce tout-là était aussi stupéfiant, ou stupéfié, que les yeux de Jean et la première grande marée du monde. Et il ne faisait pas semblant d'être stupéfait, il était vraiment stupéfait, comme si le ciel lui tombait sur la tête tout d'un coup, comme si c'était la première fois que. Il passait devant la mairie, il voyait monsieur le maire tout décoré, dame la marine en retraite, et son écharpe tricolore, et c'était « Oh, oh ! Qu'est-ce que c'est que cette invention ?» Il voyait le recteur passer, Tristan, tout vêtu de noir et sa barrette sur la tête, le bon Dieu, c'est pas marrant, avec ses enfants de chœur qui marmonnaient du latin, en route avec une boîte vers le cimetière. « Oh, oh ! Qu'est-ce que c'est que ce truc-là » Ça n'existait pas. Ou ça existait pour la première fois en passant, et il secouait sa mèche rousse d'un air incrédule. Et Bigorneau, son aviron sur l'épaule et le nez dans le vent, se demandait parfois « Dis-moi, Jean, est-ce que je rêve ?»« Et il y avait ce petit clin d'œil dans l'œil droit. Et pourtant, il y avait bonne brise. C'était d'une roi franc et vrai, d'une roi franc et vrai. C'était peut-être la seule chose vraie dans tout ça. Ça frisait comme un petit rire du large. Ça perlait comme la rosette après son bain. Elle était bien belle, ma foi, en passant. Et puis, cette odeur de goémon sous l'écume de la roche. Dis-moi, Jean. Et Bigorneau restait avec sa question muette. Il ne savait pas quoi demander. Mais il y avait quelque chose à demander. Il y avait une question. Peut-être comme le premier idiot tout juste débarqué qui n'était pas encore homme ou qui ne savait pas ce qu'il fabriquait dans tout ça. Dis-moi, Jean, pourquoi... Pourquoi quoi? Une mouette a crié sur le bout du quai. Et Jean regardait Bigorneau comme s'il n'avait jamais vu pareil prodige. Mais le petit Norrois soufflait et Copernic s'est mis à aboyer après l'univers. Chapitre 5. Bigorneau. Il a viré le bout du quai avec son canot, qui était tout blanc jusqu'alors, jusqu'au jour où, dans un coup de révolte, contre quoi on ne sait pas, il l'a peint de goudron noir depuis le bout dehors jusqu'au tableau arrière, gouvernail compris. Mais la grand-voile restait bleue et le petit foc qui faceillait. La balise restait en place et les rochers de la passe écumaient. Bigorneau aussi. Quand il était à terre, il y avait toujours quelque chose qui colérait en lui. Mais Typhon, disait-il. Et puis ça partait dans un rire sitôt la balise passée, avec son petit chapeau rouge. Rouge égale danger. Dame, Bigorneau aimait le danger. Il aimait la tempête, le vent, l'inconnu. L'odeur du chèvrefeuille aussi dans les sentiers du sémaphore. Mais il fallait bien rentrer à terre le soir, c'était ça l'ennui, ou dans un port, et c'était le commencement d'autres ennuis qui n'étaient pas maritimes.
À peine le pied à terre, on l'entendait lâcher toute une bordée de jurons choisis en bon français et même en breton, « Gacht malheureux !» On pouvait l'entendre jusque chez les bonnes sœurs. « Voilà Bigorneau qui rentre !» disaient les pêcheurs. Pourquoi donc était-il si fâché avec le continent, avec lui-même, avec la vie? La vie, quoi? À part le large et les brisants qui souriaient toujours, même quand il claquait les traves et roulait sur le pont. La tempête, c'était souriant. C'était à traverser. Traverser. C'était le mot de passe favori de Bigorneau. À terre, on traversait quoi? Du rien qui bouge, des sourires alléchants, trop alléchants, qui finissaient dans je ne sais trop quel lit, d'où l'on sortait avec une soif de muscadet comme si l'on était un énorme trou de soif. Jean Bernest, tel était le nom de notre idiot, était alors un formidable frère. Avec lui, on se comprenait. Et puis le silence au large, par calme plat, quand le petit clapot clapotait gentiment contre les bordées, comme si la vie partait infiniment dans le bleu. Une petite seconde tranquille qui flottait comme l'écume sur la houle. Et puis cette soif encore d'aller plus loin, comme s'il y avait un plus loin merveilleux, qui trompait toujours pour vous attirer plus loin encore. Est-ce qu'il y avait un bout de tout ça? Et pourtant, Jean Bigorneau ne voulait pas de bout du tout. Le bout, c'était toujours à recommencer. Alors Bigorneau commençait à grincer comme une poulie mal graissée, et la question nulle et muette recommençait. Il aurait bien pu se noyer dans le muscadet ou plutôt dans le large une bonne fois pour toutes. Pourquoi donc avait-il envie de se noyer? Sa mère, Lisette, Marie-Louise pour les extraits de naissance, Marie-Louise la silencieuse, disait l'arrière-grand de la tribu, était solidement bretonne et prête à tous les grains, même avec une demi-douzaine d'enfants que lui avait fait son père très chrétien et pas du tout dévergondé. De ce côté-là, c'était solide et franc. C'était même un peu le bon port de Bigorneau. Mais il y avait tant d'autres côtés inconnus. Cette fichue généalogie qui remontait jusqu'où? Alors il râlait et mettait le cap au large. Tous les jours, il envoyait de la toile et son petit phoque qui faceillait. Mais tous les jours, c'était bien connu comme un fond de port. Et le large n'avait pas de fond. Et justement, ce Bigorneau, il aurait bien voulu toucher un fond qui n'aurait pas de fond. Il était parfaitement déraisonnable et insupportable. Il aurait bien voulu trouver un port qui n'aurait pas de quai. Autant chercher un port en plein Atlantique ou en des Hespérides inconnues. Et il se demandait parfois s'il n'allait pas se noyer pour de bon, sans raison. Sans raison. Il était désespéré. De quoi? Et en même temps, il était comme un formidable espoir. De quoi? Étrange. Les bouées d'épave sont vertes. La vie, c'était une drôle d'aventure dans une idiotie qui devait avoir un sens. C'était comme une mort qui avait perpétuellement envie de vivre pour courir et une vie qui avait perpétuellement besoin de mourir ou de courir à perpétuité. Vous me direz, si tout cela a un sens,
Mais il ne voulait plus rentrer au port. C'était clair et décidé, même si cela faisait de la peine à la bonne mère Lisette. Et il a dérapé l'ancre une dernière fois.